Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur la Covid-19. Comme vous le savez, la situation dans notre région est similaire à celle observée dans toute la France. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation ou hors réanimation reste toujours très élevé. En ce qui concerne la diffusion des variants, le variant anglais est le variant majoritaire dans notre région, aux alentours de 80%. Pour les autres variants qui font l'objet d'un suivi, c'est-à-dire les variants sud-africains et brésiliens, leur prévalence est faible. Concernant le variant breton, maintenant baptisé 20CH655Y, la majorité des cas ont été décrits dans les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor. Des cas ont été confirmés, ont été identifiés dans d'autres régions du territoire national, mais à ce jour, tous sont directement ou indirectement rattachés à la région de Lannion. Concernant la vaccination, la couverture vaccinale dans notre région, tout professionnel de santé confondu, est aux alentours de 40% et de 38% pour les professionnels en EHPAD et unités de soins de longue durée. La vaccination a montré son efficacité dans notre région, puisque si l'on regarde l'évolution du nombre de clusters en EHPAD que vous avez ici en rose foncé sur ce graphique, en fonction de la couverture vaccinale chez les résidents en vert ou chez les professionnels en bleu, on constate une diminution du nombre de clusters en corrélation inverse avec la couverture vaccinale des résidents et des professionnels. Néanmoins, depuis 15 jours, on observe que cette couverture vaccinale stagne, ainsi que le nombre de clusters. Ces résultats nous incitent donc à poursuivre encore la promotion de la vaccination, en particulier auprès des professionnels de santé. Dans ce diaporama d'aujourd'hui, 4 points principaux vont être abordés. Le premier portera sur la stratégie nationale de séquençage. Le deuxième point concernera l'éviction des professionnels qui ont été contact à risque avec un cas. Nous verrons ensuite la conduite à tenir auprès d'un résident lors de son retour à l'EHPAD après une hospitalisation ou une consultation externe. Et le dernier point portera sur des informations en lien avec la vaccination. Alors, face au risque d'émergence d'un variant potentiellement plus transmissible, plus pathogène ou qui échapperait à l'immunité induite par les vaccins ou acquise après une infection ou aux tests diagnostiques disponibles à ce jour, l'identification et le suivi des variants constituent un enjeu important du contrôle de l'épidémie. L'identification précoce de nouveaux variants d'intérêt est donc essentielle pour retarder au maximum leur diffusion au sein de la population, adapter les capacités diagnostiques et éventuellement la stratégie vaccinale si besoin. Cette identification des variants repose sur une stratégie nationale de séquençage du génome viral. Cette stratégie nationale a 4 objectifs. Le premier est de surveiller la part des différents variants et leur circulation sur le territoire. Pour ce faire, des campagnes d'échantillonnage aléatoire de prélèvements positifs à partir des laboratoires vont être organisées tous les 15 jours afin de réaliser un séquençage d'environ 4000 échantillons par campagne. 4 plateformes ont été désignées pour réaliser cette surveillance. Pour notre région, il s'agit du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, localisé à l'Institut Pasteur à Paris. Le deuxième objectif vise à contribuer à l'investigation de clusters. Cette indication de séquençage relève d'une décision de l'ARS ou de Santé publique France. Dans ce cadre, le séquençage pourra être réalisé par un laboratoire agréé. Pour notre région,
Les deux laboratoires sont les laboratoires de virologie du CHU de Tours et du CHR d'Orléans. Le troisième objectif de cette surveillance concerne la surveillance des cas graves hospitalisés en réanimation. Il s'agit d'une enquête coordonnée par Santé publique France à laquelle participent 226 services de réanimation en France et dont participent les réanimations du CHU de Tours et d'Orléans. Dans le cadre de cette surveillance, 20 prélèvements par mois sont séquencés. Le quatrième objectif est de caractériser les suspicions de réinfection, les infections survenant après vaccination et les échecs de traitement par anticorps monoclonaux. Les prélèvements devront être envoyés pour ces indications après notification à l'ARS au laboratoire agréé. Une conduite à tenir spécifique pour les suspicions de réinfection a été éditée par Santé publique France. Le risque de réinfection est considéré comme négligeable dans un délai de 2 mois après l'infection. Passé ce délai, toute personne testée positive une seconde fois, sans symptômes évocateurs de Covid entre les deux tests, sont considérés comme des cas possibles de réinfection. Lorsqu'un cas possible a eu soit un contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours, ou si les CT sont inférieurs à 33 pour les deux tests, ou bien si les PCR de criblage sont en faveur d'un variant pour le deuxième test ou de 2 variants différents, alors le cas possible devient un cas probable. La confirmation d'une réinfection est réalisée par le séquençage complet, soit des 2 épisodes, ou alors du second épisode. Dès que vous avez une suspicion de réinfection, la personne doit être prise en charge comme un nouveau cas confirmé, c'est-à-dire être isolée au moins 10 jours et la réalisation du contact tracing devra être effectuée. Afin de pouvoir classer votre suspicion en cas possible, probable, des éléments supplémentaires devront être collectés, en particulier des données socio-démographiques, notamment le statut vaccinal et l'immunodépression du patient, des données cliniques, des données épidémiologiques, en particulier la recherche des contacts à risque dans les 14 jours précédant le diagnostic du second épisode, et enfin des données biologiques comme par exemple les CT des PCR. Il sera nécessaire de collecter les prélèvements respiratoires ou salivaires des 2 épisodes si c'est possible, et dans tous les cas pour les envoyer au laboratoire dédié pour réaliser le séquençage. En cas de classement en cas probable, un questionnaire dédié est à renseigner pour les autorités de santé. Et les cas probables ou confirmés sont à notifier à Santé publique France et au Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Le variant breton a également le droit à une surveillance spécifique. En effet, en l'absence de données concernant une éventuelle transmissibilité accrue et ou une plus grande fréquence des formes sévères, ce variant a été classé comme variant à suivre afin de connaître ses caractéristiques et de suivre sa diffusion sur le territoire. Une définition de suspicion de variant a donc été rédigée. Les cas évocateurs d'infection par ce variant doivent répondre à 3 critères. Un critère clinique, un critère biologique et un critère épidémiologique. Concernant les critères cliniques, 2 critères sont retenus. Toute personne présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë avec des signes évocateurs de Covid-19 en TDM, ou alors toute personne présentant une anosmie et ou une agueusie brutale sans rhinite associée. Le critère biologique, c'est une RT-PCR négative sur des prélèvements nasopharyngés.
Le critère épidémiologique correspond soit à un séjour dans la zone géographique de Lannion, soit un contact à risque avec une personne résidant ou ayant séjourné dans cette zone, soit un contact à risque avec un cas probable ou confirmé par ce variant. Les professionnels de santé doivent signaler à l'ARS tous les cas évocateurs d'infection par ce variant à l'aide d'un formulaire spécifique. Les prélèvements seront envoyés au Centre national de référence pour le séquençage. Après ce point, nous souhaitions vous informer que la conduite à tenir concernant l'éviction des professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un cas a été clarifiée. Par la circulaire du 2 mars, dans laquelle il est précisé que les personnes cas contact à risque continuent à travailler, sauf s'ils deviennent symptomatiques. Le troisième point d'actualité que nous voulions évoquer avec vous concerne la conduite à tenir pour un résident d'EHPAD de retour d'hospitalisation ou après une consultation externe. Vous avez été nombreux à nous questionner sur l'impact de la vaccination sur les mesures à prendre lors d'un retour d'hospitalisation. Du fait que la durée d'incubation avec les nouveaux variants n'est pas différente de la souche sauvage et que les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de statuer sur l'impact de la vaccination sur la contagiosité des personnes vaccinées, les recommandations sur les mesures à prendre au retour d'hospitalisation d'un résident sont identiques, quel que soit le statut vaccinal du résident. Un dépistage 48 heures avant le retour dans l'EHPAD est recommandé. Si le dépistage est négatif, le résident pourra être admis dans l'EHPAD avec la mise en place des précautions complémentaires Covid pendant 7 jours. Au bout des 7 jours, un second dépistage sera réalisé afin de lever les précautions complémentaires Covid si le résultat est négatif. Concernant la conduite à tenir après un retour de consultation ou un examen, les recommandations sont également identiques quel que soit le statut vaccinal du résident. Il conviendra dans ces cas-là uniquement d'être vigilant sur le respect des gestes barrières et une surveillance clinique renforcée devra être mise en place pendant 7 jours après la consultation. Le dernier point d'actualité concerne la vaccination. Et tout d'abord, concernant la stratégie de vaccination à adapter dans un établissement médico-social ayant un cluster. Alors, du fait de la difficulté à identifier les contacts à risque dans les EHPAD et de l'importance à vacciner les résidents et les professionnels pour les protéger des formes graves, il est à présent recommandé de reporter la vaccination uniquement pour les résidents qui sont confirmés positifs par un test biologique, qu'ils soient symptomatiques ou non symptomatiques. Les résidents asymptomatiques devront bénéficier de la vaccination sans attendre le résultat du dépistage réalisé dans le cadre de l'investigation du cluster. Le deuxième point concerne la stratégie de vaccination des personnes ayant un antécédent de Covid-19. Des recommandations ont été élaborées par le ministère de la Santé en date du 2 mars pour définir la stratégie de vaccination des personnes ayant eu un antécédent de Covid-19 symptomatique ou non symptomatique. Les personnes immunocompétentes ayant fait une infection ancienne doivent être vaccinées avec une seule dose, au-delà de 3 mois après l'infection et de préférence dans un délai proche des 6 mois après l'infection. Les personnes présentant une immunodépression avérée et les résidents d'EHPAD et les patients du SLD doivent, après un délai de 3 mois après le début de l'infection, être vaccinés
par le schéma vaccinal à 2 doses. Une foire aux questions, en date du 26 mars, a été publiée par le ministère de la Santé, dans laquelle il est précisé qu'une seule injection pour les résidents d'EHPAD et d'unités de soins à longue durée ayant fait une infection serait nécessaire. Donc cette discordance entre le document en date du 2 mars et cette foire aux questions va être certainement précisée dans les jours à venir et nous vous tiendrons au courant. Concernant les personnes qui ont présenté une infection après avoir reçu la première dose de vaccin et n'ayant pas encore reçu la seconde dose, ne doivent pas recevoir cette seconde dose dans les délais habituels, mais dans un délai de 6 mois et pas avant 3 mois après l'infection. Face au risque d'émergence de variants échappant à l'immunité acquise par la vaccination, une vigilance accrue est demandée aux professionnels de santé afin d'identifier et signaler très rapidement aux autorités de santé les clusters survenant après une campagne de vaccination, ainsi que tous les cas d'infection symptomatique confirmés par PCR survenant au moins 14 jours après la seconde injection. D'autre part, une vigilance accrue est demandée pour signaler tout événement indésirable grave survenant à l'issue d'une vaccination contre la Covid-19. Donc au total, les points marquants pour cette quinzaine sont la confirmation par une circulaire de la possibilité du maintien en poste des professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un cas. L'importance de la surveillance des variants et d'où la définition d'une stratégie nationale de séquençage dans certaines situations et l'importance d'alerter du signalement dès que vous avez une suspicion de réinfection, d'une suspicion d'infection avec le variant breton ou de l'apparition d'un cluster après vaccination. Également de signaler tout cas d'infection qui surviendrait après la vaccination. Au vu de l'actualité très riche qui continue, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 avril à 14h pour la prochaine webconférence. Je vous remercie et vous dis à bientôt.